Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Frédéric Fasano et je travaille pour une société de biotechnologie lyonnaise qui est basée à Gerland. Et bien sûr, je vais vous parler de ses activités de recherche et développement, mais avant tout, je souhaitais remercier François, Anne, Dr Mériot pour donner l'occasion à Matt, par mon intervention, de parler de nos activités. Je trouve la présentation précédente fascinante, merci pour ça. Et vous allez voir quelques liens qui se font assez naturellement avec ce dont je vais vous parler, qui est le microbiote humain, et avec un focus particulier sur le microbiote intestinal. Et je vais essayer de vous donner quelques éléments. Je ne suis pas là en tant que spécialiste du microbiote, puisque j'ai rejoint Matt il y a 1 an et demi, et j'ai découvert cette science. Alors je me suis dit, peut-être le plus intéressant à partager, c'est cette découverte, puisque la science du microbiote émerge aujourd'hui. Elle a commencé à émerger il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Il y a des raisons pour ça. Et on est en train de toucher la surface de la science du microbiote. Beaucoup de choses à découvrir encore. Matt s'attelle à développer des thérapies du microbiote qui ont des applications spécifiques, puisqu'on cherche à traiter les cancers avec ces thérapies du microbiote. J'ai une question pour vous. Vous êtes prêts ? Est-ce que vous savez combien de bactéries composent le microbiote humain ? Je prends les paris. 10 fois plus, ok. Qui dit mieux ? Alors, 10 milliards. Alors, en fait, il a fallu que je me traduise le chiffre parce qu'il est simple à lire, mais en réalité, c'est 50 000 milliards de cellules qui composent les quelques kilos de microbiote qui sont avec nous tous les jours, finalement. Et le parallèle qu'on fait pour bien comprendre ce chiffre-là, qui semble un peu dénué de sens, hein, au-delà d'un certain nombre, on ne sait plus trop à quoi ça correspond, mais c'est autant que le nombre de cellules de l'organisme. Donc pour une cellule de l'organisme, on a une bactérie qui compose le microbiote. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes tailles, ce n'est pas les mêmes fonctions, mais pour se donner un peu un ordre de grandeur de quoi on parle, voilà, elles font partie finalement, ces bactéries, de notre vie quotidienne. La chose intéressante, et donc on a commencé à toucher du doigt l'importance de l'ADN de ces bactéries, c'est qu'en fait, dans la diversité du microbiote, si on considère toutes les bactéries qui composent notre microbiote, en fait, elles représentent beaucoup plus de gènes que le gène des cellules humaines, puisque si on fait une comparaison, c'est pas 10 fois, c'est 26 fois plus de gènes qui dérivent du microbiote, donc de cette diversité bactérienne qui est à l'intérieur de nous, par rapport au nombre de gènes qui composent nos cellules de l'organisme. Je trouve que c'est toujours intéressant de donner un peu une dimension pratique à ces concepts un peu scientifiques. Alors évidemment, on les retrouve où ? On les retrouve beaucoup, ces bactéries, dans le tube digestif, mais on les retrouve aussi sur les muqueuses respiratoires, muqueuses génitales, et on les retrouve aussi sur la peau. Elles sont classées, ces bactéries, selon une classification assez complexe, en phyla, en genre et en espèces. Ce qui est frappant aussi, pour bien comprendre la diversité, donc la richesse de ce que représente le microbiote humain, c'est de comprendre que chez vous, chez moi, on a approximativement 300 espèces différentes. Si on considère l'ensemble du microbiote humain, en tout cas à une échelle individuelle, on a 300 espèces différentes à peu près. Ce qui est retrouvé de façon stable au cours du temps, c'est un nombre de bactéries qu'on va retrouver communément dans le plus grand nombre d'entre nous. C'est 18 espèces qui forment ce qu'on appelle le corps du microbiote, qui est retrouvé dans 95% des individus. Alors ce chiffre, on peut le lire de deux façons. C'est 18, donc on retrouve de façon extrêmement stable ces 18 espèces au travers des individus, mais si on le compare aux 300 espèces qui composent le microbiote individuel, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de bactéries qu'on ne partage pas. Donc il y a ce corps de bactéries qu'on partage, mais chacun d'entre nous a aussi une diversité du microbiote qui lui est propre. L'autre événement que je voulais mentionner parce que c'est la question que finalement je me suis posée, c'est comment se fait-il en fait par rapport à l'importance par le nombre de bactéries, par le nombre de gènes,
comment se fait-il qu'on s'est intéressé à cette science seulement il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années? En fait, une partie de la réponse est liée en fait, au développement de la technologie pour séquencer les ADN de ces bactéries. J'ai compris qu'avant les années 2000, pour étudier une bactérie, il fallait la cultiver. Mais la cultiver, ça peut influencer, en fait, ça peut modifier son ADN. Et quand on la cultive, on arrive à cultiver une bactérie. Mais en cultiver 300, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, dans les années 2000, il y a des nouvelles technologies de séquençage de l'ADN. On a séquencé le premier génome humain. Et des nouvelles technologies de séquençage à haut débit qui ont permis de faire cette cartographie des bactéries en séquençant très rapidement, quelques jours. Séquencer un génome entier prend 3 jours et coûte à peu près 1 000 €. La comparaison qui est intéressante, et ça c'est tout le bénéfice du séquençage à haut débit, donc de ces nouvelles technologies qui ont pu faire évoluer la science du microbiote, c'est que le coût du premier séquençage chez l'homme, il a duré 13 ans et il a coûté plus d'1 milliard d'équivalent d'euros à l'époque, ou plus d'1 milliard d'euros. Okay. Et donc c'est ce développement de technologie qui a permis finalement de lire très rapidement et à un coût abordable l'ensemble du génome des bactéries. Et quand on est capable de lire l'ADN de ces bactéries, on peut les identifier en comparant par exemple ce qu'on peut lire chez un individu par rapport à des cartographies de gènes de bactéries. Donc on peut les identifier. Et puis on peut analyser aussi à un niveau inférieur leurs fonctions, puisque certains de ces gènes sont actifs, tous ne sont pas actifs, mais certains de ces gènes sont actifs et donc produisent des métabolites. Et ce qui est important, c'est pour bien comprendre la dynamique de l'interaction entre le microbiote et les cellules de l'organisme, la production de ces métabolites, c'est en fait le mode de dialogue entre les deux parties. On est, et en fait l'accouchement va être le premier événement qui expose un nouveau-né à des bactéries et qui va donc commencer à composer son microbiote. Le microbiote, il est acquis très tôt, mais il est très évolutif. Il va évoluer en fonction de la croissance de l'individu et évidemment en fonction de différents facteurs comme son alimentation. Mais c'est un microbiote qui va prendre du temps à se stabiliser. On l'a à la naissance, il évolue avec le temps. Ce qui est important de considérer, c'est qu'au fur et à mesure qu'il se développe, il va créer des fonctions dans son interaction avec l'organisme, notamment parce que le microbiote est capable de digérer des fibres. Donc en aidant la digestion des fibres, il va aider le processus de digestion. Il est capable, ça a été évoqué effectivement dans la présentation précédente, il est capable de produire ses propres antibiotiques, entre guillemets, qui permet de maintenir l'équilibre. Puisque vous comprenez que vivre à 300 espèces différentes, ça demande une propriété essentielle qui est la symbiose et qui est l'équilibre entre ces différentes espèces pour qu'elles puissent toutes cohabiter. Et donc, elles vont produire pour ça, pour éviter l'émergence de pathogènes, par exemple, elles vont produire leurs propres antibiotiques et réguler cet équilibre qui est nécessaire au maintien de la symbiose du microbiote. Un autre point extrêmement important, parce que ça va être le focus, et notamment des activités de recherche de Math Pharma, elles vont aider à maturer en fait, le système immunitaire. Donc le système immunitaire, au fur et à mesure de l'exposition, au cours des premières années de vie, le système immunitaire va se développer, va maturer et donc va composer le système immunitaire d'un adulte qui est l'élément protecteur ou le système protecteur des infections futures. Donc quand on a décrit les caractéristiques d'un microbiote humain, il faut aussi comprendre qu'il y a des facteurs exogènes qui vont faire évoluer dans le mauvais sens cet équilibre du microbiote et notamment par exemple la prise de certains médicaments. Typiquement, un antibiotique va casser l'équilibre d'un microbiote. En général, il le fait pour une courte durée. Et la caractéristique d'un microbiote, notamment du tube digestif, c'est de se reconstituer extrêmement rapidement. Donc, pendant la période donnée, on va avoir une protection, on va avoir l'élimination du pathogène souhaité. Le microbiote a cette capacité de se reconstituer extrêmement rapidement après. Par contre, une exposition chronique à des agents exogènes, ça peut être par exemple des chimiothérapies, ça peut être des antibiotiques, et quand on a une exposition chronique, c'est-à-dire répétée dans le temps, l'état du microbiote va se modifier, et cette modification, qu'on qualifie de dysbiose, va être à l'origine du développement de certaines maladies. Et ce n'est pas un hasard si on voit que vous avez sur la gauche différents facteurs exogènes qui influent
cet équilibre, équilibre du microbiote. On a un parallèle et des liens qui ont été clairement établis dans des études épidémiologiques entre la perte de diversité du microbiote et l'émergence de maladies chroniques. Et là, ce qui a été représenté dans cette étude, c'est le diabète de type 1, par exemple, la sclérose en plaques, c'est la maladie de Crohn et c'est même l'asthme qui se développe. Et ce développement de maladie dans des populations est associé avec une perte de diversité du microbiote. Et en fait, l'état de la science aujourd'hui, elle nous montre, et c'est à peu près là, c'est une slide qui montre pas mal là où on est rendu en termes de compréhension. On scratch the surface, en anglais on dit, c'est-à-dire qu'on est en train de gratter la surface. Ce qu'on a pu établir, c'est le lien, là encore, entre un microbiote altéré et l'association à un grand nombre de maladies. On parle par exemple de l'axe cerveau-intestin. Donc c'est tout à fait étonnant de constater que certaines maladies neurodégénératives, on ne parle pas là de maladies du tractus gastro-intestinal, certaines maladies, y compris neurodégénératives, sont associées à une perte de diversité du microbiote. Certains cancers sont associés à une perte de diversité. Certains traitements anticancéreux sont moins efficaces chez des patients qui ont perdu leur diversité du microbiote. Okay. Donc ça, on a maintenant une vision, et honnêtement, moi, quand je suis arrivé dans ce domaine, je trouve vraiment impressionnant les études qui ont démontré cette association d'événements. Je perds la diversité de mon microbiote, j'ai beaucoup plus de chances de développer certaines maladies. Elle est vraiment très clairement établie, et l'association est clairement établie, et les prochains objectifs de la recherche aujourd'hui, c'est d'établir les liens de causalité. C'est-à-dire qu'on sait que les deux événements apparaissent en même temps, et maintenant, la clé, parce que c'est ça qui va définir des cibles thérapeutiques, c'est de mieux comprendre l'intimité, notamment par les voies métaboliques impliquées dans le développement de telle ou telle maladie, c'est de découvrir ces nouveaux pathways métaboliques qui sont à l'origine des maladies. Ça, on n'y est pas encore, malheureusement, on n'est pas capable d'identifier des interactions précises entre le microbiote et l'organisme qui sont à l'origine du développement de certaines maladies. Par contre, on sait que les deux événements, la perte de diversité, sont associés au développement de ces maladies. Et là, vous voyez juste sur la droite, on parle d'une maladie qui est la maladie du greffon contre l'hôte. Et là, je vais juste prendre 2 secondes. La maladie du greffon contre l'hôte, je vais vous en parler parce que c'est le cœur de la recherche de MaaT Pharma. On adresse là des patients qui sont atteints de cancer du sang, donc de leucémie. Ça peut être aussi des lymphomes, ça peut être aussi des syndromes myélodysplasiques ou toute une variété d'atteintes de cancer du sang. Et il faut bien comprendre que dans ce domaine-là, il y a une thérapie, il y a une procédure plus qu'une thérapie qui a été vraiment révolutionnaire, qui est la greffe de moelle osseuse. Greffe de moelle osseuse, elle intervient généralement pas en première ligne. On va essayer des chimiothérapies, on va essayer d'autres thérapies ciblées. Mais cette procédure, on la pratique maintenant depuis plus de 40 à 50 ans et elle est curative. C'est une procédure qui est pratiquée par des centres de transplantation de moelle osseuse, par des hémato-oncologues, qui fait en sorte qu'on va éliminer le système immunitaire d'un patient qui comprend des cellules cancéreuses et on va lui greffer des cellules d'un donneur qui sont saines. Alors, contrairement à une greffe, quand on greffe un organe et la réaction naturelle de l'organisme, c'est le rejet d'organes. Parce que c'est le système immunitaire de l'hôte qui se rebiffe contre le corps étranger qu'on va lui mettre. Là, c'est un peu le contraire. Dans la maladie du greffon contre l'hôte, on met des cellules saines chez un patient atteint de ces cancers du sang. Et la complication de cette greffe de moelle osseuse, elle est entre autres là aussi liée à des troubles du microbiote. Mais une des complications, c'est que le greffon qu'on va injecter simplement par voie intraveineuse à des patients qui souffrent de ces cancers-là va être hyperactivé, notamment parce qu'on y retrouve encore là une perte de diversité du microbiote, va être hyperactivé et va attaquer les cellules de l'organisme du patient. Donc on a une réaction inverse. On n'a pas un rejet de la greffe, c'est la greffe qui s'attaque parce que suractivée et on injecte des cellules immunitaires. Donc elles vont être suractivées et donc s'attaquer à l'organisme humain. Et donc on a cette complication dans le cadre d'une procédure qui sauve des vies. C'est extrêmement compliqué parce que évidemment, c'est un espoir fondamental pour ces patients-là, mais qu'on a cette complication
qui vient amputer l'efficacité de cette greffe de moelle osseuse. MaaT Pharma s'attache exactement à ça. Les courbes, je vous parlais d'association d'événements, les courbes qui associent les pertes de diversité du microbiote dans le cadre des greffes de moelle osseuse à gauche et dans le cadre du développement de cette complication qui est la maladie du greffon contre l'autre, elles sont extrêmement claires. C'est des courbes un peu techniques, je vais vous les décrypter, restez bien avec moi. Vous avez la courbe rouge et la courbe noire. On mesure simplement la survie de ces patients-là en fonction du temps. La courbe rouge, c'est la courbe du groupe de patients qui a perdu une diversité du microbiote. La courbe noire, garder un microbiote sain. Et ce qui est spectaculaire, vous voyez les courbes se séparer de façon précoce et significative. La traduction de tout ce langage un peu scientifique, c'est que quand vous avez un microbiote en bonne santé, vous avez plus de chances de survivre. Et ça, c'est ce qui se passe chez des patients qui reçoivent cette greffe de moelle osseuse. Chez des patients qui l'ont reçue et qui malheureusement ont développé la réaction, donc la maladie du greffon contre l'autre, il a été également établi que cette maladie-là, quand vous avez un microbiote en bonne santé, va vous permettre de survivre de façon significativement plus élevée que si votre microbiote n'est pas en bonne santé. Là encore, on parle d'association d'événements. On n'a pas complètement établi les causalités entre les deux événements, mais par contre, la corrélation entre les deux événements est très clairement établie. Et donc, quand on a dit ça, on a établi un besoin médical de traiter des patients qui vont recevoir une greffe de moelle osseuse avec des solutions thérapeutiques qui garantissent que le microbiote soit en bonne santé avant même de pratiquer la greffe. MaaT Pharma donc, a développé un produit, c'est le candidat. MaaT Pharma a aujourd'hui dans son portefeuille 3 produits. Un qui est très avancé, qui est en phase d'enregistrement. Je vous en reparlerai dans 2 minutes. Je vérifie le temps aussi pour ne pas pénaliser mon homologue Frédéric. On est en train d'enregistrer le médicament le plus avancé. Il est actuellement en cours d'enregistrement auprès de l'Agence européenne du médicament. On a également un deuxième médicament qui est un peu moins avancé, mais qui va arriver d'ici 2 ans aussi sur le marché, potentiellement, et un médicament qui, lui, est encore en préclinique, c'est-à-dire en phase précoce de test. Là, on va focaliser sur MaaT13, qui est le produit le plus avancé dans notre développement. MaaT13 s'adresse exactement à ces patients qui ont développé une maladie du greffon contre l'autre, chez qui on a essayé une première ligne de traitement, ça n'a pas marché. On a essayé une deuxième ligne de traitement, ça n'a pas marché. Et donc on se retrouve, après ces tentatives-là, il n'y a plus d'alternative thérapeutique. Ce sont des patients qui ont une survie médiane. Médiane, ça veut dire 50% de ces patients-là vont décéder dans les 30 à 50 jours. Okay, donc vous comprenez la gravité de la maladie. MaaT Pharma, dans le développement de son médicament, je ne l'ai pas cité, mais MaaT Pharma, c'est une biotech qui a démarré il y a 10 ans. Donc, j'ai l'honneur de vous parler là de la dernière phase de développement. La société, son fondateur, ça fait 10 ans qu'il lève des fonds pour soutenir ces recherches-là. Ça, c'est la phase 3, ce qu'on appelle la phase 3. C'est la dernière phase de test chez l'homme qui va nous permettre, si les résultats sont positifs, de pouvoir passer à l'étape d'après, c'est-à-dire l'enregistrement auprès de l'agence européenne. Cette étude, elle a recruté 66 patients donc, qui ont développé cette maladie. Elle a reçu 3 administrations du produit MaaT13. MaaT13, c'est un produit qui dépend de donneurs. C'est des donneurs qui sont qualifiés, qui sont testés, évidemment, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient porteurs de pathogènes. Pour avoir 2 donneurs de matière fécale, il faut avoir 1000 donneurs au départ. Parce que vous allez faire une batterie de tests, il y a plus de 50 tests qui sont pratiqués, et à la fin, en fait, il y a 2 donneurs qui se qualifient comme pouvant donner en fait leur sel. C'est collecté, c'est manufacturé dans le sud de Lyon, dans un établissement pharmaceutique qui est GMP, que MaaT a fini de construire il y a 2 ans. Donc le produit est manufacturé, il est standardisé, il est poolé. Je vous passe les détails pour pouvoir être administré chez ces patients-là. Les patients ont reçu 3 administrations à 5 jours d'intervalle. Et ensuite, on a mesuré dans cette étude l'efficacité à 28 jours, parce qu'on a besoin d'agir vite. Hein. N'oubliez pas
ce que je vous disais, la survie de ces patients-là, c'est pas 6 ans, c'est pas 5 ans, c'est 50 jours. Et ensuite, on a mesuré, au-delà des 28 jours, qui est la réaction immédiate, on a mesuré à 1 an l'impact de cette thérapie. Et donc, ce que je vais vous présenter, ce sont les résultats qui ont été publiés au mois de janvier 2025, puisqu'on a terminé le recrutement en 2024, et ce sont les résultats qu'on a partagés avec la communauté scientifique au mois de janvier 2025. Le grand résultat de l'étude, c'est que 62% de ces patients-là ont répondu positivement au traitement. N'oubliez pas, ce sont des patients qui sont résistants à la première ligne, résistants à la deuxième ligne, où on n'a pratiquement plus d'alternatives thérapeutiques. 2 tiers de ces patients-là ont quand même réagi positivement sur le plan clinique à l'administration de MAT13. Donc on a un taux de réponse qui est extrêmement élevé, qui a fait un peu le buzz, si vous me passez l'expression en mauvais français, puisque en fait ce sont des taux d'efficacité qui n'avaient jamais été démontrés dans ce domaine-là. En particulier parce qu'on s'adresse à des patients en 3e ligne. Donc 60% des patients ont répondu. Je vous passe le détail, mais simplement pour vous dire que malheureusement, 1 tiers n'a pas répondu. C'est toujours ça, c'est la réalité de la recherche clinique. On aimerait que nos taux de réponse soient à 90%, pas à 60%. Mais en même temps, face à l'absence d'alternatives thérapeutiques, 60% est un résultat significatif. Et d'autant plus qu'on l'a comparé à un traitement en contrôle, et on pratique des tests statistiques pour dire on veut vérifier que ce n'est pas dû à la chance, en réalité, c'est ça que ça veut dire. Et bien là, le test était hautement statistiquement significatif. Donc on a pu démontrer qu'on avait 2 tiers des patients qui répondaient à ce traitement à 28 jours. Et le résultat aussi probant, il est lié au fait que quand vous répondez à 28 jours, votre taux de survie à 1 an, il est drastiquement augmenté. Ça veut dire que là, c'est ce que représentent ces courbes-là. Je vous passe les détails techniques, mais sur l'ensemble des patients répondeurs et non répondeurs, 54% étaient encore vivants à 12 mois. Quand on sépare les répondeurs et les non répondeurs, si vous êtes dans les 2 tiers qui répondaient au traitement, à 12 mois, c'est 67% de ces patients qui étaient toujours vivants. Donc là encore, des résultats probants, pas seulement sur le contrôle des symptômes cliniques de cette maladie, mais aussi du lien qu'on a pu établir avec la survie de ces patients, ce qui est le but ultime, évidemment. Voilà, c'est inutile de le répéter. Et j'ai une dernière slide à partager avec vous. J'ai essayé de retenir votre attention. Je vois que vous avez suivi, je vous en remercie par avance. Mais la conclusion, elle tient en fait en 3 colonnes. On est au démarrage de la compréhension de la science du microbiote. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. On a compris que cette symbiose avec l'organisme humain, elle est essentielle. De par la richesse des gènes à disposition, de par la richesse des métabolites qui sont produits, qui permettent à un système immunitaire de maturer, qui permettent des fonctions que l'organisme en fait humain seul n'aurait pas. Cette symbiose, elle est essentielle. On a aussi compris que en fait, les éléments dans une vie qui pouvaient perturber cette symbiose et induire ce qu'on appelle en langage scientifique une dysbiose avaient un impact drastique sur la qualité, sur la santé en fait, des gens en général et de certains patients en particulier. Donc cette dysbiose, il faut pouvoir la mesurer, il faut pouvoir l'identifier. On travaille, certaines sociétés sont spécialisées dans des signatures de microbiote qui visent à prédire en fait la maladie qui va survenir après, par une signature, par une identification. On gère beaucoup de données, il y a beaucoup de data science derrière pour essayer d'identifier en amont, avant que la maladie se développe, pour pouvoir intervenir plus tôt. Ça, c'est tout ce qui est autour de la dysbiose. Et on a compris tout le potentiel, et pour ça, pour une biotech, c'est un élément essentiel, mais tout le potentiel d'innovation qui est de cette science du microbiote, parce qu'encore une fois, on a juste fait écorcher la surface, et qu'il y a vraiment du travail en profondeur qui va être fait probablement dans les 10-15 prochaines années, et qui vont donner lieu à des nouvelles thérapies. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle pour tous les patients. Donc, je vous remercie énormément pour votre attention. J'espère que ça vous aura intéressé. Et